Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus de la semaine. À la une dans l'actualité nationale, la microfinance islamique émerge comme un pilier essentiel dans l'essor économique de Djibouti, offrant un espoir concret aux populations défavorisées sous l'égide de Mme Houloufa Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité. Cette approche novatrice a été célébrée lors d'une cérémonie solennelle dans l'Union nationale des femmes djiboutiennes, marquant ainsi son importance grandissante dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'autonomisation financière. La microfinance islamique émerge comme un vecteur essentiel du développement économique et social de Djibouti. Sous l'égide de la ministre Mme Houloufa Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, cette approche novatrice a été célébrée lors d'une cérémonie solennelle à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, marquant ainsi son importance grandissante dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'autonomisation financière des couches les plus vulnérables de la société. Initiée en 2012 par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité à travers l'Agence djiboutienne de développement social, la microfinance islamique s'est progressivement imposée comme un outil efficace pour fournir un soutien sans intérêt, en accord avec les principes de la charia. Elle offre ainsi une alternative morale et éthique de la finance traditionnelle en prévalant uniquement des frais de gestion auprès des bénéficiaires. Cette initiative a rapidement fait ses preuves, apportant un espoir concret à plus de 3000 personnes désireuses de se construire un avenir meilleur. À travers des milliers de bénéficiaires des activités génératrices de revenus florissantes, la microfinance islamique a démontré son impact tangible sur le terrain, propulsant la création d'entreprises et stimulant l'activité économique dans tout le pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec plus de 481 millions de francs Djibouti, des crédits distribués, 4200 visionnaires. Cette approche financière a permis de concrétiser des projets, d'ouvrir de nouvelles perspectives économiques dans des quartiers populaires comme Balbala et des communautés plus tranquilles comme Boulaous. De plus, le projet PREV a contribué au financement de 342 projets prospères, insufflant ainsi un dynamisme entrepreneurial et une prospérité régionale. Au-delà de ces résultats quantifiables, la microfinance islamique incarne un espoir palpable pour les populations défavorisées de Djibouti. Elle représente une réponse efficace à l'appel pressant de la lutte contre la pauvreté, offrant une voie vers un avenir plus juste et plus prospère pour tous. En tant que pilier essentiel du développement socio-économique, elle continue de jouer un rôle crucial dans la transformation et le renforcement de la société djiboutienne. Dans le sillage des précédentes étapes à travers les régions périphériques, le vice-président du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès a conclu de manière remarquable sa tournée à Arta, bastion stratégique de la région du même nom. Dans le cadre d'une démarche de proximité avec les régions périphériques, le vice-président éminent du Parti du Rassemblement populaire pour le progrès a clôturé brillamment sa série de visites à Arta, point névralgique de la région homonyme, accompagné d'une délégation de haut calibre comprenant des figures notables telles que le doyen Al-Abdi Farah, d'autres membres éminents du comité exécutif. Cette tournée s'est démarquée par son caractère interactif et ses échanges dynamiques, témoignant de l'engagement inébranlable du parti envers sa base et les communautés locales. L'assistance remarquable des dignitaires politiques de renom, notamment le ministre Younis Ali Guedi et les honorables parlementaires, à savoir Aïcha Mohamed Abdallah, Omar Waberi Malo, Djibril Abdillah Migani, a conféré à cet événement une dimension significative. Au-delà des discours politiques, la soirée était empreinte d'une atmosphère de recueillement et de solidarité symbolisée par une lecture de la Fatiha en mémoire des victimes des récentes intempéries ayant frappé certaines régions du pays. Dans son allocution, le ministre Younis Ali Guedi a souligné l'importance stratégique de cette tournée pour resserrer les liens entre la base et les instances dirigeantes du parti, ainsi que pour promouvoir des valeurs telles que la bonne gouvernance et la revitalisation des structures locales. Cette étape marquante à Arta transcende le cadre strictement politique pour incarner l'engagement profond du RPP envers le développement et le bien-être des communautés djiboutiennes. Alors que Djibouti se remet encore des ravages du courroux de la nature, plongeant au cœur des eaux déchaînées qui ont transformé des routes en rivières tumultueuses, défiant la résilience humaine face à la puissance implacable de la nature. Dans ce sujet, découvrons la fragilité de nos infrastructures face aux caprices du climat et l'élan des solidarités qui émergent au milieu du chaos, mettant en lumière la force indomptable de l'esprit humain face à l'adversité.
L'Oued d'Ambouli ont cru à s'aimer le chaos le long de la route clé liant la capitale à Doralé. L'augmentation soudaine de son niveau dû à des pluies intensives a transformé cette route vitale en un cours d'eau tumultueuse, transformant ce qui était autrefois une artère florissante en zone de désordre et d'impasse. Les véhicules qui tentaient bravement de traverser se sont retrouvés paralysés par le courant déchaîné, forçant les conducteurs à chercher désespérément itinéraires alternatifs. La route était criblée des restes de véhicules abandonnés et des débris flottants. Un témoignage macabre et de la fureur dévastatrice de l'Oued d'Ambouli. La scène était cauchemardesque. Les arbres déracinés rappelant l'ampleur de la catastrophe naturelle qui s'était abattue sur la région. Au milieu du chaos, les autorités locales se sont affrontées à cette crise sans précédent. Les équipes de secours ont été dépêchées pour mener des opérations de sauvetage avec la délicate tâche d'évacuer les personnes piégées et d'évaluer l'étendue des dommages. Sans relâche, elles ont travaillé malgré la résistance farouche de la nature, manifestée par des embouteillages monstrueux qui ont travaillé toute circulation. Cette crise a souligné la vulnérabilité de nos infrastructures face aux caprices impétueux de la nature, rappelant l'importance de la préparation et de la résilience face à la menace imminente des événements météorologiques extrêmes. Au cœur de cette catastrophe, une note positive a été le sauvetage rapide, réaction des forces armées françaises stationnées à Djibouti qui sont venues en aide aux victimes de la crue. Un bus se trouvant sur son passage lors des inondations soudaines et transportant une quinzaine de passagers a été emporté par les eaux. Les forces armées françaises ont vaillamment secouru les passagers pris au piège sous le regard reconnaissant du ministre djiboutien de l'Intérieur. La mobilisation des différentes branches des forces nationales, rejointes par les citoyens djiboutiens venus de tous les coins du pays pour mener à bien les opérations d'évacuation, a engendré des sentiments de solidarité et d'unité parmi la population. Au moment où nous attendons impatiemment une pause dans les conditions météorologiques tumultueuses, nous rendons hommage aux forces héroïques qui ont participé au secours et reconnaissance de leur soutien durant cette période difficile et l'engagement indéfectible à sauver des vies. La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure pour les autorités et les consommateurs sénégalais, surtout en période des festivités, telles que les mois bénis du Ramadan. Cette période où la consommation des fruits et légumes et autres denrées alimentaires augmente considérablement nécessite une attention particulière pour garantir la santé publique. Le mois béni du Ramadan est une période où la consommation des fruits et légumes atteint des sommets, dans la mesure où les populations consomment beaucoup lors du mois sacré. Cette tradition millénaire, qui est un des piliers de l'islam, offre une multitude d'avantages pour la santé en fournissant des sources naturelles de vitamines, de minéraux et de fibres. Cependant, garantir la sécurité alimentaire pendant cette période cruciale nécessite une vigilance accrue. En collaboration avec les syndicats des fruits et légumes, la brigade de l'ANA intensifie ses efforts pour assurer la qualité et la sécurité des produits alimentaires pendant le mois béni du Ramadan. M. Ahmed Khaled, président du syndicat des fruits et légumes, a souligné l'augmentation significative des ventes des fruits et légumes pendant le Ramadan. Il a mis en avant le processus rigoureux de contrôle avant la mise en vente des produits alimentaires sur le marché national, soulignant qu'ils sont soumis à des éventuelles analyses microbiologiques et physico-chimiques au sein du laboratoire LANA jusqu'à l'obtention du rapport d'analyse. Il a également rappelé que le laboratoire LANA est la seule institution nationale en matière de contrôle sanitaire et d'analyse des denrées alimentaires qui nous sont fournies des expertises et recommandations afin de garantir la sécurité alimentaire de la population djiboutienne. De plus, il a rappelé l'importance des inspections régulières effectuées par les contrôleurs sanitaires de l'ANA, ainsi que des recommandations fournies concernant les règles d'hygiène, de stockage, de conservation et d'hygiène personnelle. Leur première étape consiste à mener des inspections rigoureuses sur les marchés, les stands et les points de vente afin d'identifier toute irrégularité ou risque potentiel pour la sécurité alimentaire. Mais leur travail ne s'arrête pas là. Au-delà des inspections visuelles, des échantillonnages aléatoires représentatifs sont effectués pour garantir une évaluation précise de la qualité des produits. Ces échantillons sont ensuite acheminés vers le laboratoire LANA pour des analyses approfondies.
Les résultats de ces analyses permettent d'établir avec précision la conformité des produits, assurant ainsi que seuls les produits alimentaires de la plus haute qualité parviennent aux consommateurs pendant le ramadan. Je voudrais rappeler ici l'importance de la sécurité alimentaire pendant les mois bénis du ramadan, où nos populations consomment beaucoup de fruits et légumes. En tant qu'autorité compétente en matière de contrôle sanitaire des aliments mis sur le marché national et importé, nous avons mis en place plusieurs mesures en ces périodes de jeûne et de partage. Tout d'abord, nous avons intensifié nos inspections sur le terrain, c'est-à-dire sur les marchés de vente de fruits et légumes. À Djibouti, le plus connu, c'est le marché Riyad, où il y a beaucoup de stands de fruits et légumes. Je tiens à souligner que le laboratoire LANA est le seul laboratoire de renommée et accrédité à la norme ISO 17025. Nous disposons des infrastructures de pointe et des équipements nécessaires pour effectuer des analyses fiables sur la qualité des denrées. C'est grâce à cela que nous pouvons établir la conformité ou la non-conformité des échantillons. Nous sommes déterminés à garantir que les fruits et légumes consommés par la population soient de la plus haute qualité et sûreté. Ensemble, la brigade de l'ANA et les syndicats des fruits et légumes s'engagent à maintenir des normes élevées en matière de sécurité alimentaire, offrant ainsi aux populations pratiquant le jeûne la tranquillité d'esprit nécessaire pour célébrer ces mois bénis en toute confiance. En cette période sacrée du Ramadan, les mosquées de New York deviennent des havres de paix pour de nombreux migrants qui affluent vers la ville, cherchant refuge et soutien face à une vague d'immigration qui remet à rude épreuve les capacités d'accueil de la métropole. Les centres islamiques jouent un rôle crucial en offrant assistance et solidarité aux nouveaux arrivants. Dans l'est du Bronx, l'imam Omar Niaz, originaire du Sénégal, ouvre les portes de sa mosquée aux migrants, leur offrant non seulement un abri, mais également une aide pratique pour s'intégrer dans leur nouvelle vie. Pour l'imam Niaz, il est primordial d'apporter son soutien à ceux dont le besoin, même si cela engendre des défis financiers. Les factures, l'électricité, d'eau s'accumulent, mais l'essentiel pour lui demeure et d'aider les migrants à trouver leur voie dans cette grande ville. Cette générosité trouve écho dans d'autres lieux de culte avec un programme municipal soutenant 75 églises, mosquées et synagogues qui ouvrent leurs portes aux migrants la nuit. Cependant, de nombreuses voix s'élèvent pour souligner que la dépendance exclusivement sur la générosité des communautés religieuses n'est pas viable à long terme. Les autorités municipales sont appelées à entendre les programmes d'aide au logement pour les migrants et à convertir les propriétés publiques vacantes en abris temporaires ou en logements durables. Des restrictions limitant la durée des séjours dans les refuges gérés par la ville doivent être levées pour permettre aux migrants de bénéficier d'un soutien adéquat pour construire leur vie dans cette métropole dynamique. En cette période de partage de solidarité, les mosquées de New York deviennent une source intarissable d'espoir pour les migrants, offrant un refuge et un soutien essentiel pour les aider à traverser les défis de l'immigration. Alors que la violence des gangs continue de ravager Port-au-Prince, la diaspora haïtienne installée en Floride est plongée dans l'angoisse et l'incertitude. Les récents troubles en Haïti ont amené les résidents de la région à exprimer leur profonde préoccupation pour leurs proches et leurs amis restés au pays. La montée des attaques armées a laissé de nombreux Haïtiens pratiquement prisonniers chez eux, tandis que les appels à l'évacuation se multiplient. Dans cette période de turbulence, la solidarité de la diaspora haïtienne se renforce, mais l'inquiétude persiste quant à l'avenir de la nation insulaire des Caraïbes. Diaspora haïtienne résidant en Floride suit avec une profonde inquiétude les récents troubles en Haïti, exprimant leurs préoccupations pour leurs proches et leurs amis dans la nation insulaire des Caraïbes où la violence des gangs retient pratiquement les citoyens chez eux. Kossi Joseph, originaire de Boynton Beach, dirige la fondation Gaskov Clerge, engagée depuis plus de 2 décennies dans la fourniture des soins de santé, d'éducation et d'opportunités sportives en Haïti. Je n'ai jamais vu Haïti dans un tel état, a déclaré Joseph la semaine dernière, alors qu'il observait les événements se dérouler à distance. Jamais je n'ai été confronté à une telle dévastation. Je me sens impuissant et désespéré comme jamais auparavant.
Il y a environ un mois, des gangs armés ont lancé une série d'attaques en Haïti, ciblant des prisons, des postes de police, de l'aéroport international du pays, les quartiers UP. D'autres districts de la capitale haïtienne, comme Port-au-Prince, ont également été pris pour cible. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et des milliers se retrouvent sans abri, alimentant les craintes croissantes d'une famine imminente. Face à cette situation critique, le département d'État américain et le département de la gestion des urgences de la Floride ont organisé des vols d'évacuation pour rapatrier en toute sécurité les citoyens américains hors d'Haïti. Plus de 200 personnes ont déjà été rapatriées en Floride depuis le début des violences. Dans une époque où chaque seconde compte, une menace insidieuse pèse sur notre perception du temps. Une récente étude révélait que la rotation de la Terre s'accélère légèrement, annonçant la possibilité d'une seconde intercalaire négative. Cette nouvelle, bien que concerne qu'une seconde, soulève des défis considérables pour les chronométreurs du monde entier et pourrait impacter notre société informatisée de manière inattendue. Une récente étude publiée dans la revue Naturelle relève une situation sans précédent. La Terre tourne un peu plus vite qu'elle l'accoutumée, menaçant ainsi de perturber notre perception du temps et des horloges dans un avenir proche. Les conséquences pourraient être majeures, mais ne concernent qu'une seule seconde. L'accélération de la rotation terrestre causée en partie par la fonte des glaces au pôle menace d'imposer une seconde intercalaire négative vers 2029. Ces phénomènes complexes résultent de l'interaction entre des facteurs géophysiques, climatiques et technologiques entraînant une discordance dans le temps astronomique et le temps atomique. Depuis l'adoption des horloges atomiques comme norme officielle il y a plus de 55 ans, deux versions du temps coexistent. Mais la Terre, elle continue de ralentir principalement sous l'effet des marées causées par l'interaction lunaire. Cela a conduit à l'ajout régulier des secondes intercalaires pour aligner le temps universel coordonné sur le temps astronomique. Cependant, le rythme de ralentissement de la Terre s'est récemment modifié en raison des fluctuations imprévisibles dans son noyau liquide. La fonte des glaces a masqué cet effet jusqu'à présent, mais les projections indiquent qu'une seconde intercalaire négative pourrait être nécessaire dès 2029. Cette situation soulève des défis techniques pour les systèmes informatiques qui reposent sur une précision temporelle extrême. Les entreprises technologiques ont déjà développé des solutions pour éviter les perturbations causées par les secondes intercalaires, mais la question reste complexe. C'est la fin, ce focus de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.